Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà dans une série de vidéos que vous attendez depuis longtemps, puisque vous avez souvent demandé de pouvoir voir la construction de A à Z d'un bassin. Eh bien, maintenant, vous aurez 8 épisodes. Pourquoi 8 épisodes? Tout simplement pour essayer d'aller le plus possible dans les détails et de vous expliquer tout ce qui s'est passé lors de cette construction. Et il s'agit en fait de mon bassin, donc qui est un très gros projet. Et puis bon, ben, ce qu'on a fait là-dedans s'adapte bien entendu à tous les autres projets. Alors pour ce faire, ben, j'ai quelqu'un à côté de moi, ce n'est autre qu'André Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors Laurent, eh bien, de toute façon, ben, toi tu as fait la construction, hein, on a fait ça ensemble, hein, c'est un très gros projet. Oui, on a fait tout en bassin ensemble, suivant les demandes que tu avais et que ton époux savait. Absolument. Alors bon, déjà pour commencer, eh bien, la forme du bassin pour l'histoire, eh bien, c'est Madame qui l'a dessiné, pardon. Et je voulais avoir un bassin qui avait aucune référence en termes de forme. Je pense que là, c'est une réussite. Ah là, tout à fait, là Patrick, hein, parce que franchement, tout le monde fait des formes plus ou moins traditionnelles. Ici, on est sur une forme qui n'existe nulle part ailleurs, hein. Après, bon, il y a quelques contraintes techniques hein, qu'il a fallu résoudre, puisque bon, c'est pas si simple que ça. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Alors donc, 8 épisodes, ceci est le premier bien entendu. Et ensuite, eh bien voilà, il faudra patienter un petit peu pour les épisodes suivants. Mais on met tout en place pour que ça aille relativement vite. Alors, le premier épisode concerne en fait la préparation du terrain. Le deuxième épisode sera le creusement, le placement des bombes de fond. La troisième émission sera consacrée aux fondations. Puis après, on a le maçonnage des murs, le placement de l'HP2, puisque bon, ici on est en polyéthylène. La sixième émission sera consacrée à la création de la cascade avec différentes techniques qui ont été utilisées. La septième sera consacrée à la mise en place du filtre, enfin de la filtration. Et la huitième édition ben, sera consacrée, elle, au rendu final. Alors il n'y aura pas une neuvième émission, mais je ferai quand même à la fin un petit lien vers la création des airlifts que j'ai utilisés pour le bassin ici. Donc c'est une vidéo qui a déjà été faite, donc on rappellera simplement le lien vers cette vidéo. Ben voilà, Laurent, je pense qu'on est prêt pour commencer. Alors, première étape. La première étape, ça a été pour commencer le nettoyage complet du jardin et ensuite décider déjà l'emplacement du bassin dans le jardin. Et quand on a eu décidé de cet emplacement, ben, ça a été de prendre toute la topographie du jardin pour remettre le bassin correctement. Alors, ben restez avec nous et on est parti pour ces émissions. Alors voilà, on va commencer par la première opération, c'est dégager un petit peu tout ce qui est dans le chemin, à savoir ici, en l'occurrence, des grands sapins, parce que bon, ces grands sapins, non seulement ils prennent beaucoup de lumière, mais ça dégage pas mal d'épines, il n'y a pas possibilité de planter grand-chose au pied. Et après, bon, comme ils étaient quand même déjà relativement âgés, ben, le risque c'est de devoir les abattre par la suite, ce qui poserait réellement un problème quand le bassin sera fait. Oui, effectivement, de toute façon, des grands sapins comme ça ne permettent pas de maintenir un bassin avec une qualité d'eau optimale, étant donné que le pH va chaque fois descendre à chaque chute d'épines dedans. Enfin, toujours est-il, il faut certainement utiliser le concours de gens professionnels pour faire ce genre d'opération parce que c'est quand même relativement dangereux. Oui, l'élagage et l'abattage, c'est toujours une société à part qui le fait. Moi, je ne fais absolument pas ça. C'est trop dangereux déjà pour le personnel ainsi que pour les habitations ou les autres éléments qui se trouvent à proximité. Exactement. Donc voilà, après, bon, on a eu l'occasion de reprendre toutes ces branches et de les passer à la moulinette, ce qui nous donne un gros tas qu'on peut voir là à gauche, un gros tas de copeaux qui seront étalés ensuite sur la butte afin de pouvoir planter plus facilement. Donc, dans la butte, ce sera principalement des plantes acidophiles qui vont être plantées également, donc azalées, rhodos, beaucoup de plantes tout ce qui est bouis. Voilà, là, on va vraiment pouvoir venir mettre toutes ces plantes-là. Pourquoi? Parce que toutes les écorces des arbres qui étaient acides vont bien maintenir ces plantations.
Alors voilà, ça y est, c'est fait. Bon, ben, ma femme, elle a été chercher quelques plantes avec toi, hein, Laurent. Oui, donc là on avait déjà fait toute une sélection de plantes pour venir regarnir la butte. Ça c'était la première sélection, il y en aura une autre qui va suivre un petit peu plus tard, puisque là il n'y a pas assez de plantes que pour tout couvrir en une seule fois. Eh non, mais bon, chaque chose en son temps, hein. Donc on a le terrain qui est dégagé. On va pouvoir commencer. On amène déjà la grue. Et puis vous voyez, les copeaux ont déjà été étalés. Ben voilà, c'est un travail qu'il fallait faire. Ça a été fait. On est tranquille. Ça dégageait déjà une partie du terrain et ça nous permettait ensuite de pouvoir commencer à prendre les repères afin de pouvoir fabriquer le bassin avec les dimensions exactes du terrain, bien dégagé, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble globale sur le bassin futur. Alors, vous voyez ici, les premiers piquets ont été placés, ce qui va permettre de baliser un petit peu pour le creusage futur. Oui, c'est donc on va venir mettre tous les guides et c'est entre ces guides-là qu'on va venir creuser le bassin et respecter la forme qu'on est parti d'origine. Alors, premier petits ennuis. Alors, c'est ma femme qui tourne là, elle a un petit peu de difficulté à cadrer, mais vous allez voir. Bon, j'ai eu la mauvaise idée de déplacer mon Bobcat vers le haut du terrain avec un terrain très lourd et humide. Et catastrophe, ben voilà, je suis enterré. Ce qui nous a permis de bien nous amuser aussi quand même à cette occasion-là. C'est vrai que c'est un bobcat sur roue et un bobcat sur roue dans un terrain très boueux ne passe absolument pas. Et là, ben, on s'est embourbé carrément jusqu'au plancher du bobcat, hein. Donc il nous a fallu l'aide d'un tracteur, d'un fermier bien gentil pour venir nous dégager et encore l'aide de la pelleteuse à l'arrière pour le repousser en même temps, sinon on n'aurait jamais su le ressortir du terrain. Enfin, très gentil, hein, ce sont des voisins qui ont vraiment donné un coup de main parce que sans quoi, bah, on aurait été vraiment dans la mise pour pouvoir le ressortir, hein, ce Bobcat. Mais je crois qu'il sera encore là pour faire office de garniture dans le terrain. Absolument, mais bon, hein, à un moment donné, il faut le sortir, et ben voilà, vous allez voir la manœuvre. Déjà, il faut passer la vitesse, c'est pas évident. Enfin, très gentil ce monsieur-là, on le remercie encore beaucoup pour son aide. Alors voilà, on est en traction, mais ça ne bouge pas trop. Non, le Bobcat est presque aussi lourd que le tracteur, hein, donc plus l'humidité et ce qui fait ventouse au sol, c'est très difficile à retirer. Absolument, ben, on essaye quand même, hein. Il faut y arriver, il y a pas trop le choix. Alors, comme tu as dit précédemment, il va falloir que tu donnes un petit coup de main, un petit coup de pouce pour y arriver. Et oui, Alors, regardez bien le monsieur, même debout, ça va pas trop, hein. Bon, peut-être qu'en se mettant debout, ça fait une plus grosse charge, mais ça change pas grand-chose, hein. c'est pour le centre de gravité du tracteur. C'est ça. Ben, le centre qui ne change pas le fait que ça ne bouge pas de masse, hein. Ben, voilà, il va falloir arriver avec la grue, hein, comme tu as dit, pour donner un petit coup de pouce supplémentaire pour pouvoir arracher cette machine hors du sol. Alors, je me mettrai quand même en garde parce que, bon, c'est bien des petites machines comme ça, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est vite un problème et c'est quand même relativement dangereux tout ça. Oui, de construire tous les engins de chantier comme ça sont relativement dangereux. C'est très vite arrivé de les retourner et de tomber avec ou d'avoir un gros problème avec un engin comme cela. Donc c'est un engin que, en général, il faut avoir quand même un petit peu d'expérience pour les piloter. Absolument. Mais bon, on apprend vite, mais il y a quand même parfois des moments où c'est compliqué. Alors, il y a le problème du positionnement, là, un petit peu, Laurent. Ah ben oui, parce qu'il faut trouver l'axe exact pour pouvoir pousser le Bobcat, parce que si je pousse juste à côté, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est de faire pivoter le Bobcat dans son trou et non pas le ressortir. Ben oui, c'est la première grosse aventure avant même de commencer de creuser le premier trou. Effectivement. Mais bon, on va y arriver, hein, parce qu'on n'a pas le choix de toute manière, hein. Ça, il n'y a pas de solution, il faut le sortir. Voilà, ça bouge. En avant, on est parti, on est parti. Hop, ça y est, c'est dégagé. Voilà une bonne affaire de fait. Enfin, c'est dégagé, mais pas encore tout à fait. Va falloir encore aider un petit coup. Attention. Et voilà, ça va partir. Et c'est parti. Même qu'il faut pousser un petit peu plus fort. Voilà. Ça patine quand même vachement, hein. Ben, le terrain était fortement détrempé, il avait plu beaucoup à la saison où on était.
Donc oui, maintenant qu'on le sait, on ne va pas le remonter là-bas tout de suite, hein. Ben voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est de voir un petit peu la schématique de ce qu'on va faire dans le futur, hein, puisque bon, il vaut toujours mieux se faire un petit plan pour voir un petit peu l'architecture de ce qu'on va mettre en place. Alors je vous propose de regarder cette petite animation qui va suivre, où je donne quelques explications sur toute l'architecture du futur projet Aquatechnobel. Et bien voilà, donc on commence par faire un bassin, forcément, et puis ensuite on place un local technique en l'occurrence, hein, donc ce qui permet de mettre pas mal de choses à l'intérieur, notamment le filtre à tambour. Alors on a 5 bombes de fond qui sont réparties un petit peu partout dans le bassin. Ces 5 bombes de fond vont bien entendu être raccordées à la cuve d'entrée, collecteur d'entrée où toutes les bombes de fond sont réunies. Donc, ensuite, on place le filtre à tambour. C'est un gros filtre à tambour avec une entrée en 250 et une sortie en 250. Donc vous voyez que l'entrée est d'un côté et la sortie forcément de l'autre, mais dans une cuve de un collecteur de sortie qui va alimenter en fait le filtre biologique qui est composé de tapis japonais. Alors ici on voit que la partie centrale est en fait un puisard qui sert à collecter les crasses dans le bassin du filtre à tambour notamment. Et dans ce puisard en fait on a fait un court-circuit entre le collecteur d'entrée et le collecteur de sortie, ce qui permet éventuellement de bypasser le filtre à tambour, de telle manière que s'il y a un problème technique, on peut toujours alimenter la partie bio qui, vous voyez ici, qui est composée de deux cuves avec 4 mètres cubes de tapis japonais dedans. Alors on a placé, pour des raisons techniques, un collecteur de sortie, si vous voulez, pour réalimenter le bassin dans lequel vont se trouver les airlifts et les réseaux de bassin. Pour alimenter ce collecteur, on a à notre disposition 7 tuyaux de 110 qui alimentent ce collecteur. Et ensuite, on a bien entendu les différents tuyaux qui vont réalimenter le bassin, qui sont positionnés. En fait, il y en a 6. 6 qui correspondent aux 6 airlifts, bien entendu, disponibles dans le collecteur de pompage, on va l'appeler plutôt comme ça. Hein, et puis, voilà, les 6 sont placés. Ensuite, nous avons encore à placer 2 skimmers. Ces 2 skimmers-là, on y reviendra. Il y en a un troisième qui lui est contigu à la cuve d'entrée, de telle sorte qu'elle est en direct celle-là, tandis que les 2 autres, elles doivent être utilisées avec une pompe, car la distance entre ces skimmers et l'entrée du filtre est beaucoup trop grande. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une tuyauterie avec une pompe qui permet de pomper, bien entendu, tout ça vers la cuve d'entrée. Et bon, il reste encore à placer la pompe qui va alimenter la cascade, qui est complètement séparée et qui est à partir, qui est basée en fait raccordée sur le filtre à tambour en direct. Voilà, ça c'est pour les quelques explications concernant la schématique de fonctionnement de ce projet.